Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. C'est la rentrée pour le Milan comme pour l'émission et nous vous présentons aujourd'hui la nouvelle saison milanaise avec bien sûr le mercato, l'équipe type qui semble se dessiner et l'évolution de l'organigramme du club. Plusieurs bonnes nouvelles à venir. Et j'accueille donc Nico, Roland et Tom. Salut à vous. Salut. Bonjour. Bonjour. Messieurs, j'espère que vous passez un bel été, que les changements en cours au Milan vous conviennent. Nous commençons d'ailleurs par là, car les Chinois sont partis, remplacés par le fonds Elliott. Leonardo et surtout Maldini arrivent. Roland, que de péripéties cet été. Oui, c'est vrai que ça vient conclure une première année post-rachat, post-Berlusconi assez compliquée. Disons qu'avec le Chinois, avec Yong Gongli, ça a été compliqué. On l'a bien vu puisque c'était le 6 juillet dernier que Yong Gongli n'a pas versé une somme qu'il devait verser préalablement donc pour une augmentation de capital au sein du club. C'est donc Elliott, son fournisseur préféré d'argent, si on veut, qui l'a remplacé à cette date pour verser ses 32 millions. Yong Gongli n'a pas remboursé. Il avait donc finalement jusqu'au 10 juillet pour rembourser ses 32 millions plus tous ceux qu'il avait empruntés en avril 2017 pour acheter le club. Et il avait donc jusqu'au 10 juillet, si je me souviens bien, et c'est ce qui n'a pas été fait. Donc à partir de ce moment-là, le fonds d'investissement Elliott a pris les rênes du club parce que c'était ce qui était apparemment mis en place dans les différents contrats. Donc fin de Yong Gongli après 1 an et 3 mois à peu près. Arrivée du fonds d'investissement Elliott avec toutes les interrogations qu'on peut avoir sur la viabilité de ce genre de propriétaires qui sont pas vraiment qui sont pas vraiment destinés à conserver ce genre d'actifs comme un club de football. Enfin bref, voilà, donc plus de Yong Gongli, arrivée donc des Américains avec Elliott, qui a sans doute permis que derrière le Milan se sauve devant le tribunal arbitral du sport, puisqu'il y avait aussi ça qui était pendant à ce moment-là, l'exclusion des Coupes d'Europe. Voilà, donc c'était quelques jours plus tard, une dizaine de jours après, le TAS avait invalidé en partie la décision de l'UEFA qui excluait le Milan de la prochaine édition de l'Europa League, donc de cette saison. L'arrivée de ce nouveau propriétaire a bien sûr joué, puisque dans la mesure où on avait vu les motivations de la décision de l'UEFA en premier lieu, qui était clairement à l'encontre de Yong Gongli. En fait, c'était pas vraiment à l'encontre des finances du Milan, c'était plutôt par rapport à la personne de Yong Gongli, à la provenance des fonds, à l'origine de son patrimoine. Et donc, le fait que ce soit Elliott qui le remplace a sauvé le club devant l'UEFA, enfin sauvé dans un premier temps, puisque le TAS a invalidé partiellement la décision de l'UEFA, mais a renvoyé donc l'UEFA et le Milan à nouveau devant la chambre de jugement pour que derrière des sanctions soient prononcées, puisqu'on ne pourra pas y couper. Ceux qui rêvent déjà d'une fin du fair play financier, j'ai pas envie de les décevoir, mais c'est pas encore le cas. Le Milan sera quoi qu'il en soit sanctionné, que ce soit financièrement ou au nombre d'inscriptions de joueurs sur liste européenne, de compétition européenne. On devra passer par là. Mais D'accord. enfin bref, on a évité la casse, en tout cas à ce niveau-là, ce qui a après impliqué d'autres changements dans la direction, puisque comme on disait juste avant, puisque Elliott a pris le lead sur le Milan, exit donc tous les Chinois qu'on avait pu voir dans le conseil d'administration du club, exit aussi Marco Falsone, qui était l'administrateur délégué, qui était un homme de main de Yong Gongli, remplacé par divers personnages. Maintenant au conseil d'administration, il y aura 2 personnes du fonds Elliott, il y aura d'autres personnes de fonds d'investissement basés à Londres, il y aura des avocats, donc voilà, grosso modo, le conseil d'administration a beaucoup été remanié et a fait partir l'ensemble des membres qui étaient très liés à Yong Gongli et au rachat du club en avril 2017, ce qui a derrière permis à Paolo Scaloni d'être nommé président et directeur général par intérim, lui qui était déjà dans le conseil d'administration l'année dernière, puisque Berlusconi lui avait vendu quelque part du club lors de la vente à Yong Gongli. Donc Scaloni est devenu président et directeur général par intérim. Et les premières décisions n'ont pas tardé, puisque comme tu le disais MJ, on a vu Leonardo arriver.
Puis évidemment Paolo Maldini qui a enfin trouvé sans doute le poste qui lui convenait par rapport à ce qu'on avait pu lui proposer par le passé. Merci pour cette intervention détaillée. On a toujours le besoin d'ouvrir le bal avec le rappel des faits. En général, c'est Gila qui s'y colle et c'est toute l'administration d'AC Milan Zone qui est au taquet aujourd'hui puisque Roland a pris le relais. Merci beaucoup donc. Alors Nico, on parle de Lee bien sûr qui a un peu enflé le club mais qui s'est fait enfler aussi si j'ai bien compris parce que il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire si je me trompe pas. On va peut-être pas rentrer dans certains détails mais ce qui est sûr c'est qu'on est très heureux de voir revenir. Alors Leonardo, certains critiqueront, moi je veux pas trop d'avis mais Maldini quoi. On est heureux de revoir Maldini au club. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, depuis le temps qu'on en parlait, et en plus lui avait toujours dit qu'il ne reviendrait jamais pour un rôle de façade. Donc on se dit que si Maldini revient, c'est que vraiment il y a un vrai projet derrière et il va avoir une vraie carte à jouer à son poste. Le retour de Leonardo, c'est très compliqué pour les supporters milanais parce que depuis son départ à l'époque pour l'Inter, ça avait été très très mal vu. Les supporters l'avaient très mal pris parce que Leonardo avait vraiment un sentiment d'appartenance au niveau du Milan. Uomo di merda, c'est ça? Oui, c'est vrai concernant Leonardo. Mais le problème qu'il y a, c'est que Leonardo, on peut pas oublier le personnage que c'est dans les coulisses, le carnet d'adresses que c'est. Et Galliani a toujours dit que c'était une sorte d'héritier pour lui. Il lui avait tout appris. Et Galliani, dans ses belles années, quand même, a fait aussi de très belles choses pour le Milan. Et Leonardo a montré toute l'étendue de son carnet d'adresses. Il est revenu, lui, il est en mission reconquête. Donc il a dit qu'il allait faire ramener des anciennes gloires du Milan, car c'était important que le Milan il y ait des têtes importantes dans le staff et à des postes clés comme à celui-là de Paolo Maldini. Il a ramené tout de suite, à mon avis, il travaillait déjà sur le dossier. Il a ramené Higuaín et Caldara pour jeter Bonucci, qui voulait retourner à la Juve. Alors ça c'est énorme. On va en parler tout à l'heure dans la rubrique transfert, mais c'est énorme ce qui s'est passé. Il est pas arrivé les mains vides. Quelques jours après, il nous annonce l'arrivée de Paolo Maldini. On a l'impression que c'est vraiment la mission reconquête et pour l'instant ça commence très bien. Il a annoncé aussi récemment donc que Kaka en mois de septembre devait rentrer aussi dans un poste de dirigeant. Enfin et il n'a pas fermé la porte encore à d'autres anciens joueurs parce qu'il pour lui il en manque énormément. Pour pouvoir continuer à passer le flambeau de tout ce qui est l'histoire du Milan AC. Et ben pour l'instant, ce qu'on n'imaginait pas une seule seconde, moi j'avais vraiment peur avec, comme l'a expliqué Roland, qu'on perde déjà la gueule avec une sortie, qu'on ne puisse même pas disputer la Coupe d'Europe. Au final, avec les nouveaux investisseurs, on va pouvoir disputer la Coupe d'Europe. On arrive à faire venir Caldara, jeune très prometteur, et Higuaín. On parle quand même, il y a quelques noms qui circulent, même si ça reste des rêves, hein, Milinkovic-Savic, ça a parlé à un moment de Modric, Kovacic, enfin je veux dire, mais même pas il y a 2 mois, on pouvait parler de ce genre de nom. Bon, peut-être qu'on sera bien déçu avec Thiemo et Bakayoko qui risque d'arriver, mais même c'est quand même incroyable qu'on puisse parler de ce genre de joueurs. C'est vrai que ils ont réussi à faire venir encore un nouvel élan positif. Apparemment, la vente d'abonnements a très bien commencé. Et c'était pas gagné avec ce qui s'était passé en fin de saison et avec les investisseurs chinois qui étaient encore en place il y a encore 1 mois et demi de ça. Bon, donc opinion plutôt positive. Tom, quel est ton avis sur toutes ces questions? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de changements. On parle des joueurs certes, mais quand même dans l'organigramme du club, on voit des nouvelles têtes, on voit d'anciennes têtes revenir. On avait parlé même il y a quelques mois de Costa Curta, d'Albertini, tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont cités. C'est vrai qu'en tant que supporter, on est content de les revoir, tous ces gens-là. Ah oui, clairement, mais du manière générale, j'ai l'impression que pour être supporter du Milan en ce moment, c'est un peu comme être dans un parc d'attractions avec des manèges à sensations fortes parce que un coup tout va bien se passer, on va être euphorique, un coup on a l'impression qu'on va se casser la gueule. C'est vraiment l'impression qu'on a à Milan, c'est que comme le disait Roland, il y a 2 mois, Lee on sentait que ça pue un peu pour lui et à Paris coché pour nous. L'Europe on ne l'avait pas. Là, effectivement, on se retrouve avec un panorama qui redonne envie. Le fond Elliott, je pense qu'il faut quand même un peu s'en méfier. Je suis un peu partagé et j'attends de voir ce qu'ils vont faire sur la durée parce que c'est pas leur genre, faut être honnête. Au niveau historique, c'est vrai que c'est pas dans le genre d'investir dans un club, mais j'attends de voir, on va voir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est temporaire. C'est temporaire, mais on sait pas jusqu'à quel point parce que c'est temporaire, oui et non.
oui, ils resteront pas 20 ans, mais je pense que si des mecs comme Leonardo ou Maldini sont maintenant au club, je pense pas que le fonds Elliott leur a dit bon bah je viens là pendant 3 mois et après je me barre derrière. Ouais. Je pense qu'il y a quand même, donc il y a quelque chose, il y a encore un flou. Je pense qu'on n'est pas encore au courant de tout, mais pour le fonds Elliott j'attends de voir. Mais effectivement le panorama avec Leonardo, Maldini, le retour de Kaka en septembre qui va sûrement apprendre de Leonardo comme Leonardo a appris lui-même de Galliani. Mais oui, effectivement, c'est un panorama qui donne plus envie. Voilà. Avec l'Europa League en plus, c'est vrai qu'on peut se projeter de manière un peu plus sereine, sans être non plus emballé par des perspectives sportives phénoménales. Mais au moins, on avait un risque de se casser clairement la gueule, il faut se le dire. Là, on s'est plutôt bien rattrapé aux branches, même s'il y a la sanction de l'UEFA qui va arriver bientôt. Bon, ben je retiens une opinion globalement positive, mais quand même quelques petites appréhensions, quelques doutes sur la suite. En ce qui me concerne, j'insiste un peu sur Maldini parce que on connaît ses idées, hein, il les avait détaillées notamment à plusieurs reprises dans cette interview à la Repubblica qu'on avait détaillée au début 2013. Hein, il avait donné cette interview, je crois, fin décembre 2012. C'était l'émission 184 de Casamilan. J'en ai souvent parlé parce que dans cette émission, Maldini dit qu'il aime les valeurs, la transmission, qu'il aime le terroir, et donc à peu près tout ce qu'on défend ici. Et franchement, il était plus que temps qu'il revienne. On l'attendait depuis des lustres, ça fait 10 ans quand même, hein. Il a arrêté en mai 2009, on le rappelle, et je trouve que ce qui se passe en ce moment n'est que justice et de très bon augure pour la suite. Alors évidemment, Maldini ne résume pas à lui seul ce qui s'est passé, mais comme vous l'avez fort bien détaillé, je vais pas reparler de politique, hein. On est là aussi pour savourer notre joie de revoir Paolo Maldini, qui est quand même un quart de siècle, qui représente un quart de siècle, vous vous rendez compte, un quart de siècle de l'histoire du Milan, 7 Ligues des Champions, c'est quand même... Sans compter son père. Exactement, non, c'est phénoménal quoi, c'est vraiment, moi je suis ravi, enchanté de voir Maldini de retour, et c'est vraiment quelqu'un qui connaît le foot quoi, on n'est pas sur quelqu'un qui est là pour faire de la figuration quoi, il a des vraies idées arrêtées, il a son caractère, il a sa personnalité, je pense que c'est que positif pour le club, il s'entend très bien avec Leonardo, ils ont joué ensemble évidemment à la fin des années 90, donc ils se connaissent par cœur, et c'est ça certainement d'ailleurs qui a permis à mon avis de faire revenir Maldini, en plus des garanties qu'on lui a offertes. Donc très très content, et on va passer d'ailleurs au mercato, vous avez anticipé, mais Roland va nous résumer sans doute ce qui s'est passé, hein, parce que malgré donc les limites financières, il y a eu quelques coups assez sympas, on en a déjà fait un petit teasing évidemment avec l'affaire Higuaín plus l'échange Bonucci-Caldara. Alors Roland, que s'est-il passé cet été jusqu'à présent, parce qu'on rappelle que c'est pas encore terminé le mercato, hein, il en reste encore quelques jours. On va garder le meilleur pour la fin et commencer par le plus classique, puisque très tôt, plusieurs joueurs sont arrivés cet été, enfin ont été annoncés assez tôt, c'était... Reina évidemment qui arrive gratuitement de Naples, Strinic aussi qui est allé en finale de Coupe du Monde quand même avec la Croatie, qui est arrivé gratuitement en provenance de la Samp. On a aussi pris un autre Croate un peu par surprise, Alilovic, qui arrive gratuitement lui aussi depuis Hambourg alors qu'il était prêté à Las Palmas depuis 1 an et demi. Et puis après, oui, les grandes manœuvres avec le départ de Bonucci et puis l'arrivée en contrepartie de Caldara pour la même somme. Les deux vont partir de leur club respectif pour 35 millions d'euros. Ensuite, avec toujours dans ce deal Caldara-Bonucci, il y a eu l'arrivée donc de Gonzalo Higuaín pour en prêt à 18 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 36. Option ou obligation? Oui, c'est option, mais ils vont la lever, ils sont obligés, ouais. Oui, c'est une option à 36 millions et qui serait payable en 2 ans. D'accord. Donc voilà, ça répartit encore un peu les dépenses. À côté de ça, voilà, c'est pour l'instant de cette façon que s'est déroulé le mercato entrant. Et en termes de sortie, il y a évidemment Bonucci, dont on parlait à l'instant. Kalinic, officialisé hier. Ah, enfin. Ça fera plaisir à beaucoup de monde, ça. Celui-là, oui. 10 millions de pertes, hein. Ouais, En un an. Il faut se souvenir qu'on l'avait pris l'an passé en prêt avec obligation d'achat, donc le prêt à 5 millions, l'obligation qu'on a dû payer cet été à 20 millions. Et donc il est vendu là définitivement à l'Atlético Madrid pour 14 millions et demi, 15 millions environ. Qui serait payable sur 3 ans. Donc voilà, ça va pas rapporter grand-chose. Mais il va être titulaire parce qu'il va peut-être refuser d'entrer en jeu, c'est ça le problème. Oui, c'est le grand risque avec lui, j'ai l'impression. C'est toujours Simeone l'entraîneur? Oui. Ouais. Ah bah dans ces cas-là, il aura plus de mal à s'imposer. Ça risque d'être plus difficile pour lui. Un peu du mal à comprendre, mais bon, il doit y avoir des raisons. Hein.
Et puis aussi, en termes de départ, Gustavo Gomez est enfin parti, mais lui, c'est un prêt simple, donc un prêt qui a rapporté 1,5 million au club. Il doit y avoir une option d'achat qui est autour de 5 millions et qui sera obligatoire à partir du moment où il aura joué la moitié des matchs de son club au Brésil, qui est Palmeiras, voilà. Et puis à côté de ça, les départs aussi, il y a eu les quelques joueurs qui étaient libres, qui étaient en fin de contrat, comme Storari, qui a définitivement pris sa retraite. La pépite Mastour, il n'a plus de contrat chez nous, hein, après de nombreuses années. Même chose pour Odoa Madi, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais il était toujours agrégé au groupe professionnel, mais voilà, en fin partie, un salaire en moins, entre guillemets. Puis voilà, c'était grosso modo où on en est à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai bien suivi, le départ d'Antonelli va être officialisé. Libéré de son contrat. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis Montolivo discutait hier aussi avec la dirigeance pour être libéré de sa dernière année de contrat. J'ai l'impression, pour le coup, c'est surtout le club qui veut s'en débarrasser, mais lui, il n'a pas vraiment envie de partir, j'ai l'impression. Il a surtout pas envie de partir et de lâcher son fabuleux salaire à 3 millions et demi par an. Hein. Ouais, c'est m'étonne. Surtout ça. Enfin voilà, c'était un peu le palmarès, les transferts comme ils sont à l'heure actuelle de notre côté, quoi. Oui, en sachant qu'il y a quelques rumeurs qui circulent, mais merci pour ce compte rendu très complet. Alors Nico, es-tu d'abord satisfait de ce qui se passe? Parce qu'effectivement, il y a la grosse affaire qu'on va évoquer en long, en large, en travers. On parlera de Bonucci. Était-ce judicieux de lui donner le capitanat? Et puis finalement, il s'est servi de nous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez particulier quand même cette affaire. Et puis donc tous ces autres noms là qu'on nous annonce, est-ce que ça te satisfait pleinement? As-tu des frustrations ou es-tu simplement content? C'est difficile d'être frustré quand tu vois comment ça a commencé en fait. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est que du bonus et quand tu vois les noms qui circulent, quand il y a eu le nom de Bagayoko qui apparemment est en très bonne voie, j'ai été déçu et je me suis dit putain quand même il y a 2 mois en arrière on m'aurait dit Bagayoko, j'aurais peut-être tapé dans les mains. Mais je veux dire, mais quand il y avait les Chinois, faut voir hein, Strinic, Reina, Halilovic, les 3-0. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas 1 euro dans les caisses du club et on avait même annoncé que Donnarumma, s'il y avait une offre, il allait partir. Que si Donnarumma n'arrivait pas à le faire partir, certainement c'était un joueur qui valait de l'argent, donc après t'en as pas des masses. Hein. Y a Suso, Bonucci qui devait partir. Et au final, pour l'instant, on a choisi les joueurs qu'on voulait qu'ils partent. Donc voilà, Bonucci, on va y revenir après. Et on a réussi à faire venir Caldara pour l'associer avec Romagnoli, donc on va partir sur une défense qui a 23 ans ou 24 ans de moyenne d'âge, qui sera peut-être la future charnière centrale de la sélection italienne. Il y a des chances, ouais. Donc ça c'est pas mal. On prend un véritable buteur qui nous manquait depuis je ne sais combien d'années, un mec qui a l'habitude de marquer 20 buts depuis 4 ou 5 saisons. Je veux dire, après bon, ils annoncent Gattuso a demandé 2 joueurs, il y aura un joueur au milieu apparemment, donc on se dirige vers le prêt de Bagayoko. Mais apparemment il y en aurait encore un deuxième qui pourrait arriver. Donc Leonardo essaye de faire marcher ses contacts. Il a quand même parlé avec l'agent de Milinkovic Savic. Là, on parle de 120-130 millions d'euros. C'est sûr que quand on entend... Oui, mais il faut pas rêver. Mais si je me dis, s'il parle avec lui, c'est qu'il y a peut-être un minimum de possibilités de faire un truc quand même. Je vois même pas pourquoi il perdrait du temps. On a parlé, Modric, l'Inter était trop avancé, mais Milan a parlé avec l'agent de Modric. On a parlé de Kovacic. Je veux dire, après, il faut voir les noms sur lesquels on parlait. Mais il y a 2 mois en arrière... on parlait de garder Bertolacci quand même au milieu de terrain. Donc au final, aujourd'hui, je me dis, c'est tant mieux. Si Bagayoko, même si j'ai l'impression que c'est un Kondogbia bis, ça m'emballe pas des masses. Je me dis, ce sera mieux que rien. De toute façon, on va pas se plaindre. Il y a 2 mois en arrière, il n'y avait pas grand chose. Je pense que Kessié est meilleur, Tom, quand même. Mais je préfère Kessié à Bagayoko. Mais voilà, je vais pas être frustré parce que il y a 2 mois en arrière, on était vraiment dans la panade et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette saison? Et au final, on arrive quand même à recruter Higuain. Et je pense que déjà, rien que pour certains joueurs, le fait qu'il y ait Higuain qui arrive, qui est Leonardo, qui est Maldini, ça donne de nouveau, on dirait comme à Milan, comme si une fille qui était allée chez le coiffeur, quoi. Je veux dire, maquillée, elle sort. Je veux dire, voilà, il y a tout le monde qui a envie de sortir avec elle maintenant de nouveau. Ah là là, Nico, je l'attendais pas celle-là. Juste un petit mot quand même avant de donner la parole à Tom sur Reina, parce qu'il il sera vraisemblablement remplaçant. Va-t-il être transféré du coup, du fait que Donnarumma reste? Reina restera à Milan, vu que le marché anglais est fini. Il y avait que Chelsea qui était dessus.
Et ça va être très très compliqué de le faire partir, surtout que la semaine prochaine, le mercato italien est arrêté. Donc après, il restera qu'un club espagnol, allemand ou français. Donc Reina, pour faire doublure en Allemagne, il l'a fait au Bayern de Munich, donc ce sera non. C'est le seul club qui peut être un gros club pour Reina. Et en Espagne, il suffit de voir, tous les postes sont fournis. Donc à mon avis, Reina fera la saison au Milan. Bah, ça m'emmerde beaucoup pour Plizzari surtout. C'est ça vraiment, là j'ai un petit problème avec ça, mais on va en parler avec Tom peut-être. Il se passe des choses assez incroyables, assez inattendues il y a quelques mois. Comment vis-tu tout ça? Dans l'attente, parce qu'effectivement, je suis interpellé par rapport justement à la direction, à Leonardo Maldini, on en a parlé tout à l'heure, et leurs propos par rapport aux noms qui sont proposés. Parce que il faut quand même savoir que la première ligne directrice du club, notamment lors du TAS, donc j'y reviens 30 secondes, ça a été justement de dire qu'il fallait essayer de réduire les déficits et de se conformer au fair play financier. Ouais. Leonardo en a reparlé lors de sa présentation, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, donc effectivement, je vois des noms, des Milinkovic-Savic, des Kovacic, etc., etc. Or, quand on regarde quand même les finances du club, on se dit par quels moyens et par quel montage financier on pourrait se permettre de payer des joueurs comme ça. Alors, s'ils y arrivent sans impacter négativement le bilan financier du club, je pense qu'il faut ériger une statue monumentale à Leonardo. Déjà, il faut le dire de suite. Parce qu'en l'état actuel des choses, c'est vrai c'est un mercato assez compliqué. On a des finances qui sont délicates parce qu'on a des dépenses qui sont à l'heure actuelle plus importantes que nos revenus. Il faut savoir qu'on a quand même la deuxième plus grosse masse salariale du championnat. Ah oui, c'est impressionnant ça. Bon, là effectivement, c'est encore en l'état actuel avec des joueurs comme Baka qui sont encore là, mais on a de très loin la deuxième plus grosse masse salariale. Et c'était déjà le cas l'année dernière. Hein. Donc c'est dire à quel point je pense qu'on s'est embourbé dans une situation qui est complexe. Pas que à cause du chinois, hein, parce que là il y a des situations qui sont antérieures. Hein. On parlait tout à l'heure des Montolivo à 3,5 millions net. Ça fait sortir plus de 6 millions à l'année pour ce joueur-là. Et ça, par contre, c'est Berlusconi et Galliani qui l'ont filé. Les 20 millions de Bertolacci. On a eu des wagons d'erreurs monumentales au niveau du mercato qu'on paye encore aujourd'hui. Plus donc effectivement les dernières cette année avec Kalinic, avec André Silva ou avec les 6 millions annuels donnés à Donnarumma plus 1 million à son frère par exemple. Sans parler des 3 millions net annuels aussi pour Reina, donc ça fait quand même 10 millions net annuels le trio de gardiens. Je pense que même le Real Madrid et le Barcelone ne payent pas autant leurs gardiens. Donc voilà, je suis assez interpellé. D'autant qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'attends de voir vraiment ce qu'on va pouvoir faire sur le mercato. D'autant qu'à l'heure actuelle, en dehors des arrivées qui ont été un peu énoncées par Nico, il y a aussi les départs, parce qu'à l'heure actuelle, sans même compter Antonelli qui va partir, on a 32 joueurs dans l'effectif, sans compter les jeunes de la Primavera qui d'ailleurs ont enseignement de la Primavera qui devraient partir prochainement, parce que j'ai lu peu avant l'émission qu'on avait déjà 2 qui allaient partir. En sachant qu'on fait pas d'équipe B, hein, c'est ça, le Milan a renoncé. Effectivement, parce que oui, il y a beaucoup d'actualités, c'est pour ça que c'est un peu long. Parce qu'effectivement, Leonardo est arrivé peu de temps avant la mise en place, la date limite pour installer une équipe B, et vu le chantier monumental du Milan, c'était infaisable pour lui de tout organiser, le coach, l'équipe, les joueurs, etc. C'était pas possible. Du coup, il a laissé tomber. Du coup, par ricochet, on a des joueurs qui étaient déjà à la limite de l'âge butoir, en tout cas en Primavera, qui du coup vont devoir partir. Je pense à Thiago Diaz qui est en 98. Lui, il va bien falloir en faire quelque chose, par exemple. Donc on se retrouve avec 32 joueurs sans ces jeunes de la Primavera. Donc il y a quand même pas mal de joueurs dégraissés, notamment les gardiens, parce qu'on en a 5. On a 12 défenseurs, donc il y a quand même de quoi faire. Oui, Abaté est toujours là, j'ai vu. Et ouais, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Là, j'ai noté un peu des joueurs qui pourraient partir. Bon, il reste encore André Silva, même si ça avance. Il y a José Mauri qui a toujours 0 porte. Il y a Carlos Bacca, Bertolacci, Montolivo, même si effectivement à parler il devrait résilier, un peu poussé par le club puisqu'il a plus trop envie de payer son salaire. Abaté parce que même si pour l'instant il est parti pour rester. Il devait aller avec Zlatan et finalement pas vraiment, donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Simic qui est un joueur qui passe chez nous tous les étés et qui revient, donc là il est en ce moment-là. Gabriel qui mine de rien pareil enchaîne les prêts et qui est toujours là. Un autre gardien, parce que je pense que si on avait pris Reina, c'était aussi pour se dire peut-être que si Donnarumma part,
au moins on a un gardien en remplaçant sans payer un sou. Mais à l'heure actuelle, on a quand même donc les deux frères Donnarumma, Reina et Pizarri, tu en as parlé tout à l'heure, MJ. Donc ça fait 4 gardiens, c'est trop. Pizarri qui a Et fait on en un a super, malgré sa finale, qui a fait un super championnat d'Europe. Super Euro et Ah oui, élu meilleur gardien de la compétition, excellent. exactement. Et un dernier cas qui est un cas un peu particulier, c'est le cas Locatelli, parce que le joueur voudrait quand même avoir un peu de temps de jeu. Il a raison. Sassuolo est intéressé et serait prêt à mettre, je crois, entre 10 et 15 millions. Ah, c'est une Mais le vente. Milan, mais j'y viens, mais le Milan, eux, veulent une option de rachat pour faire un peu, pour faire un titre de comparaison, un peu ce qu'a fait la Roma avec Lorenzo Pellegrini, D'accord. qui avait vendu donc son joueur à Sassuolo et qui avait eu donc une option à 10 millions l'année dernière et qu'il avait récupéré pour au final jouer avec son club. Donc le Milan veut cela. Mais si Locatelli se barre, il faudra aussi recruter un joueur. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros mouvement. Il y a le cas Soussou, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est un gros bordel en ce moment et on n'a toujours pas recruté les joueurs parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Je voulais rajouter deux choses par rapport à ce qu'a dit Tom. Ce qui est bizarre en plus avec l'histoire de Locatelli, c'est que Sassuolo avait un accord pour quasiment acté avec le Milan. Dès que Leonardo est arrivé, c'est Leonardo qui a fait tout capoter, qui a dit on garde le joueur. Ensuite, concernant Souso, aujourd'hui, au final, il a discuté donc avec son agent, a discuté ainsi que lui avec Leonardo et Maldini. Ce serait peut-être pas aussi forcément pour partir, ce serait peut-être pour prolonger son contrat et monter la clause libératoire de Souso. Donc, il y a rien qui circule pour l'instant. Quand ils sont sortis de la réunion, personne n'a parlé. Et dernière chose, il faut pas oublier un truc aussi sur Leonardo pour expliquer le chantier à quel point c'était. Leonardo avait quasiment un accord bouclé avec Antonio Conte qui devait remplacer Gattuso. Ah, le uomo di merda n'est pas passé, c'est ça? Et oui, les deux hommes ne s'apprécient guère. Tu Donc je m'étonnes. pense que Maldini va avoir un sacré boulot à ce niveau-là entre les deux. Faut pas oublier aussi qu'Abbiati est parti aussi entre temps. Lui qui avait un rôle soi-disant auprès de l'équipe. Et Conte n'est pas venu surtout parce que Conte en fait est encore sous contrat actuellement à Chelsea et en bis pour récupérer en gros son argent. Voilà. Eh ben, ça fait beaucoup. Une petite réaction, Roland? Oui, simplement sur Souso, là, qui était aujourd'hui à Casa Milan, enfin ce matin, ça parle beaucoup d'une prolongation. Alors certes, il y a l'aspect rehaussement de la clause libératoire, mais comme j'avais déjà pu le dire sur le forum il y a quelques temps, je le trouve quand même assez gonflé de sa part de venir réclamer une prolongation au cours du mercato, sachant qu'il en a obtenu une en septembre 2017 avec une rémunération déjà plus conséquente. Et sachant la saison derrière qu'il a faite, qui est très loin d'être bonne, Ouais, je très trouve ça un irrégulière, peu, ouais. je trouve ça un peu gonflé de sa part de venir demander une prolongation, parce qu'on sait tous qu'une prolongation, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir un contrat plus long, c'est d'avoir un contrat qui rapporte plus. Donc bon, voilà, je trouve ça un peu osé de sa part, sachant qu'en plus, voilà, il y a cette histoire avec la Roma potentiellement, et je suis pas sûr qu'un départ de Sousso soit une catastrophe insurmontable. Bien alors, en ce qui me concerne, oui, catastrophe insurmontable, sûrement pas. Enfin, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Juste un petit mot quand même sur Caldara, qui est le meilleur jeune défenseur italien depuis très longtemps, hein, avec Romagnoli. Donc on a, c'est vrai, la charnière centrale italienne des 10 prochaines années. Alors certains diront qu'on a aussi le gardien, mais je m'abstiendrai de tout commentaire. Higuain évidemment, hein, Higuain, très bon attaquant de Serie A, souvent moins bon dans les grands matchs d'ailleurs au passage. Mais ça tombe bien car le Milan peut pas jouer de finale de Coupe du Monde et même pour la Ligue des Champions on risque de devoir attendre encore quelques années, hein, je pense, avant d'arriver en finale. Mais c'est vrai qu'en championnat Higuain offre des garanties très intéressantes forcément. La seule chose, tout le monde le sait, qui m'inquiète, c'est le temps de jeu accordé à Cutrone, hein, parce que soit Cutrone est le seul remplaçant et joue donc très souvent, soit on lui met quelqu'un d'autre dans les pattes et sa carrière en gros est foutue quoi. Donc vu ce qu'il a montré l'an passé, il a quand même marqué 10 buts avec une demi-occasion par match en sachant qu'il est loin d'avoir joué titulaire toute l'année. Eh bien, vu ce qui s'est passé l'an passé, j'espère vraiment que Gattuso, et c'est là la clé, va gérer ça très intelligemment, parce que je crois énormément en Cutrone. Je rappelle qu'ici, on l'a tous mis dans notre top 3. Il était souvent deuxième derrière Romagnoli. Il a été vraiment excellent et je pense que c'est un vrai finisseur, un vrai talent. J'espère que l'arrivée d'Higuain ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues. On en a beaucoup parlé avec Tom. J'espère que Tom, tu as raison de penser que Cutrone jouera beaucoup et va apprendre d'Higuain. Ça, ce serait le scénario idéal, mais j'attends de voir la vérification dans les faits. Évidemment,
Je finis là-dessus, j'attends toujours Chiesa, j'en parle sans arrêt, et Barella, je sais que je rêve, mais à la fois parce qu'ils sont talentueux bien sûr, et parce que ça réduirait l'écart encore abyssal entre le nombre de recrues italiennes et étrangères. Et oui, parce que ça fait pour l'instant 4 étrangers, un italien. Je suis pas sûr que ça s'inverse dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, donc j'aimerais bien moi qu'on recrute au moins Barella, parce que Chiesa je pense que c'est compliqué. Mais Barella, je pense que c'est beaucoup plus accessible. Et ça tombe bien, on cherche un milieu. Donc allons-y, quoi. Hein. Le nom n'est pas cité. Il l'était l'année dernière, paradoxalement. Donc j'aimerais bien qu'on s'y intéresse un peu. Parce que le mec est vraiment pétri de talent, quoi. Tom, tu voulais nous parler justement des rumeurs. Je rebondis très vite fait par rapport à Cutrone et Higuain. Je pense que tu vas être rassuré parce qu'on parle quand même de plus en plus d'un départ d'André Silva. Et à moins que Carlos Bacca décide de rester, mais je pense que même lui n'en a pas forcément envie, on se dirige quand même vers 2 seuls attaquants avec Higuain et Cutrone, ce qui personnellement me convient parce qu'il n'y aura effectivement pas un 3e larron dans ses pattes. Au niveau des arrivées, je pense que Nico en a parlé quelque peu. Il y a théoriquement d'entrée d'ailleurs, je crois, au niveau de la reprise estivale, Gattuso avait dit qu'il manquait 3 joueurs, en tout cas qu'il avait ciblé 3 noms. Avant même que Leonardo arrive d'ailleurs. Hein. C'était un buteur, bon ça s'est fait avec Higuain, un milieu, de préférence une alternative à Kessié, je crois que je cite ces mots, et un ailier gauche. Bon, le buteur c'est fait, et il en reste 2. Au niveau des noms, effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec Nico encore une fois, il y a Bakayoko. Donc Bakayoko, c'est clairement dans nos cordes financièrement, au niveau du prix d'achat, parce qu'on parle d'un prêt. Après, il y a la question du salaire qui fait que ça va être un peu difficile. Et il y a effectivement après les Milinkovic-Savic, les Rabiot et autres, où effectivement là, il faudrait faire un montage financier phénoménal de la part de Leonardo pour arriver à ce que ça rentre dans nos dépenses. Non mais un mec qui refuse la sélection nationale, Tom, je peux pas. Enfin, je suis désolé. Ah hein. non mais là, je mets même pas d'avis parce que de mon côté, si tu veux mon avis propre, je ne crois à aucune des 2 rumeurs parce que je ne vois pas par quel moyen Leonardo pourrait arriver à recruter ces 2 joueurs. L'un est beaucoup trop cher et l'autre, malgré il a refusé le Barcelone, je le vois pas accepter le Milan. Donc en plus du fait que effectivement son attitude, voilà en plus. Donc voilà, donc de toute façon du meilleur général, je pense qu'il va falloir faire un peu ce qu'on a fait avec Higuain, donc des prêts un peu onéreux avec des options d'achat qui sont déguisées, qui ne sont pas des obligations, ce sont des obligations déguisées pour ne pas trop impacter notre bilan et le fair play financier, pour éviter de se faire épingler l'année prochaine par l'UEFA. Donc ça va être un jonglage en tout cas de la part de Leonardo qui va être un peu compliqué. Mais justement, je rebondis par rapport à Barella parce que autant Chiesa, je n'y crois absolument pas parce que la Fiorentina n'acceptera jamais un tel montage avec nous parce qu'on n'a pas l'argent pour payer de suite. Même si autant Barella, on n'aura pas assez. La Fiorentina demande beaucoup et encore plus avec la position de victime qu'a eu la Fiorentina, soi-disant sur une injustice qu'ils avaient subie par rapport au retour du Milan en Europe. Là, je pense que la Fiorentina, on peut clairement oublier cette année. Donc, voire même après, on verra. Mais Barella, effectivement, peut-être sous la forme d'un prêt avec option d'achat, comme a fait l'Inter par rapport à Politano, par exemple. Peut-être qu'il y a moyen d'essayer. Je dis pas que c'est facilement réalisable, mais contrairement à Chiesa, je me dis que c'est pas forcément mort. Et au niveau des ailiers, parce que là, il y a quand même certains noms qui commencent à sortir. Bon, on est toujours à Paris, on parle de Draxler, notamment par rapport à l'échange vis-à-vis de Ricardo Rodriguez. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On parle d'Anthony Martial, qui a une situation contractuelle très compliquée avec Manchester, qui est en fin de contrat en 2019, qui veut partir de Manchester, et le mercato anglais ayant fermé ses portes hier en fin d'après-midi, les possibilités de départ de Martial sont un peu amoindries, et c'est une situation qui pourrait être intéressante, même si je pense pas que le Manchester nous en fera cadeau. Et la dernière rumeur, Tom ? Et la dernière rumeur, on en parle aujourd'hui avec l'ailier néerlandais du Spartak Moscou. Ça en fera plaisir à certains qui en aiment beaucoup, qui est Quincy Promes, qui est autour de 25 millions et qui fait de très bonnes prestations avec son club. C'est les 3 joueurs. De Berardi, moi. J'étais convaincu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je l'avais oublié. Berardi, je pense qu'il est aussi lié au fait d'un possible départ de Sousso. Sans départ de Sousso, Berardi, il n'y a aucune possibilité. Mais effectivement, si Sousso est amené à partir, et effectivement le plan du Milan serait de récolter des fonds pour Sousso pour les rebasculer autre part,
peut-être que négocier avec Sassuolo à la fois pour Locatelli et pour Berardi pourrait être une option. Non, Même mais c'est si, encore de mon une tête côté, brûlée et en plus très irrégulier. Quoi. Je rajoutais Voilà. une dernière chose sur Berardi. Moi, là où le club m'impressionnerait à faire venir Berardi a souvent provoqué les supporters du Milan lors des matchs quand il jouait avec Sassuolo, car je crois que c'était un supporter Juventini ou interiste. Et voilà, interiste, et il a souvent provoqué par ses attitudes quand il marquait. Ils étaient très contents à chaque fois de battre le Milan. Donc il est détesté par les supporters du Milan déjà avant même de pouvoir un jour espérer être dans cette équipe. Donc j'arrive pas à croire qu'on puisse réellement penser à Berardi, qui en plus c'est complètement perdu depuis 2 ans. Ah oui, non, c'est sûr, c'est vraiment un joueur qui était, c'est vrai, talentueux, très jeune, mais qui pour le coup n'a rien confirmé. Mais c'est certainement aussi lié justement à son mental très particulier. Et moi, je veux pas de ça dans mon équipe. Hein. J'ai beau vouloir des Italiens, je le cache pas, je le répète à chaque émission. Je cite des noms régulièrement, mais certainement pas le sien. Quoi. Faut pas déconner non plus. Bon, bah il est temps d'aborder ce qui fait, comment dire, jaser les supporters hein, pendant des semaines. Ça fait partie des choses ça, que tout le monde, pour lesquelles tout le monde se passionne. L'équipe type. Alors Roland, on va faire ça ligne par ligne évidemment. Donc on commence avec la défense, hein, et puis ensuite on reviendra, on fera d'autres tours de table pour les autres secteurs de jeu, les autres lignes. Qui alignes-tu en défense devant, j'imagine, Donnarumma, parce que je pense pas que s'il reste, Reina lui passe devant. Enfin j'imagine pas, à moins que Donnarumma se trouve à chaque match. Je pense que c'est lui qui gardera les buts. Qui mets-tu en défense? Après, c'est vrai que j'aurais quand même un petit plaisir à voir Donnarumma sur le banc, mais Ah mais je pense bon, beaucoup, après, beaucoup, mais c'est difficile à croire vu son salaire. oui, tout à fait. Mais bon, donc on va partir du principe que Donnarumma est titulaire. Après, donc pour les latéraux, bah moi je vois Rodriguez à gauche, surtout si, bon, en admettant qu'il reste évidemment. Je pense que la saison passée, il était un peu sur le frein à main, pas forcément à l'aise dans une équipe bah, qui était en construction. Sans avoir été mauvais, il a jamais été transcendant, quoi, mais il a jamais été catastrophique. Donc je pense que ce sera Rodriguez à gauche. À droite, bah, pour le moment, Calabria parce que Conti est toujours blessé. Conti n'apportera pas de garantie immédiatement. Donc Calabria, lui, sort d'une saison correcte. Donc pour moi, il est logique de le voir encore titulaire. Et puis bah, la charnière, je pense qu'il n'y a pas de dessin à faire entre Romagnoli, donc nouveau capitaine, et Caldara avec lui. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, une charnière centrale comme ça, franchement. Là, vraiment, ce sont deux pépites et on a une chance inestimable, alors qu'on joue pas la Ligue des Champions, d'avoir des joueurs comme ça dans notre équipe. Romagnoli, évidemment, ça fait quelques années qu'il est ici. Il est top 3 chaque année, top 1 l'année dernière, hein, d'à peu près tout le monde Ouais. d'ailleurs. Je parle pas que de nous, je parle pas que de l'émission, je parle sur tous les forums quasiment. Tout le monde reconnaît que Romagnoli est le meilleur joueur milanais. Donc l'associé. probable futur capitaine. Oui, Probable futur capitaine, il faut le préciser. exactement, et l'associer, oh, très jeune pour un capitaine, mais bon, ça c'est en discussion. Mais l'associer à celui qui est depuis quelques années la plus grande pépite dans l'axe, du coup avec Romagnoli, hein, finalement, ce sont les deux, quoi. Hein, voilà. Oui, les deux, oui. C'est exceptionnel. On a une chance inestimable. Alors j'espère comment dire, la synergie, que ça va fonctionner, quoi. Hein, c'est-à-dire que les automatismes vont vite se trouver, mais enfin quand il y a le talent, en général, ça marche. Et je sais pas si les deux ont déjà joué ensemble dans les équipes de jeunes, mais en tout cas. Oui, avec les U21, ils ont joué un peu quand même. Voilà, donc Tout à ils se fait. connaissent bien, c'est bien. Parce que je sais qu'ils connaissaient plus Rugani, évidemment, hein, Romagnoli, mais avec Caldara, donc ils se connaissent, c'est bien. Et ça, c'est très agréable. Alors, Nico, en dehors de cette charnière qui, j'imagine, ne fait pas débat, qui alignes-tu sur les côtés? Sur les côtés, Rodriguez à gauche, vu que c'est soit lui, soit Strinic. Rodriguez, au passage, qui a balayé d'un revers de main toutes les propositions qu'il a eues, et il en a eu quelques-unes cet été, Ouais. en voulant s'imposer. Et l'arrivée, pareil, de Leonardo a rassuré des joueurs comme Rodriguez qui, au début, pensaient à partir. Et à droite, si, en partant dans l'esprit que Conti est à 100%, je préfère quand même donner sa chance à Conti que Calabria. Ah bah, Conti, On peut le il voir. a montré Et- les années précédentes, oui. Voilà, pour l'instant- et dernière chose, je mets en place, même si Donnarumma, par son salaire, je le mets numéro 1 et par son âge, je le mets numéro 1, j'installe une véritable concurrence, chose qu'il n'y a pas eu depuis 1 an avec Donnarumma, qui fait qu'à la première erreur, dehors. Alors, avant qu'on donne la parole à Tom, petite réaction de Roland. Oui, simplement comme disait Nico, pour par exemple changer avec Reina, oui, je pense que ça peut être bien de faire tourner dans les cages, mais aussi en défense centrale, je pense que Musacchio, ce serait intéressant de le voir plus régulièrement que la saison passée, et surtout, ce serait déjà bien de le voir passer troisième défenseur
devant Zapata, parce que même si Zapata n'a pas été aussi catastrophique que par le passé l'an dernier, moi je supporte plus de le voir au Milan. On est c'est dans- Tu un sais bon- quoi? Moi, quand on a parlé d'un possible départ, ça m'a désolé que Zapata, quatrième défenseur, ça puisse partir. Ah bah je sais pas ce qui t'arrive, mais moi je suis pas- Je trouve Non, que mais c'est il un. s'humanise avec le c'est- temps. Non, mais c'est un sportif. Franchement, il a c'est jamais un fait bon parler de gars, lui au hein. Milan. C'est C'est un un bon gars. sportif. C'est un bon gars, apparemment. Bah C'est vrai que son frère, ça a Montolivo l'air d'être aussi, un Nico. très bon Hein. gars. Montolivo aussi, si on va par là. Montolivo fait des petits caprices quand il ne joue pas. Ah, d'accord. Bon, j'ai rien dit alors. C'est la Autant pour différence moi. avec Zapata qui ne dit rien. Et pour terminer sur Romagnoli, parce que je voulais dire un mot, c'est très important de lui passer le brassard. C'est quand même un joueur qui, lui, quand il y avait encore les Chinois et qu'on n'était pas au courant de ce qui allait se passer de Higuain et Ouais. Caldara et tout le reste, a demandé à prolonger son contrat. On Tout a à vraiment fait, de la ouais. chance. Hein. Je sais pas, mais il y a Et l'aura du je Milan pense passé, que- je crois, parce qu'on a énormément de chance que des mecs comme ça, qui sont vraiment des très grands joueurs, eh bien, alors certains diront oui, Lui, il je le a pas voyais joué pas avec des une champions. seule. C'est génial, quoi. Je le voyais pas rester. Hein. Je le voyais On pas va rester le cette garder année. Hein. On va pas le garder longtemps si on continue comme ça, parce que Ah oui. Oui, c'est vrai, il va falloir vite se redresser quand même. ouais, parce qu'on on peut pas lui promettre indéfiniment de jouer les huitièmes de finale d'Europa League, quoi. Un jour, s'il y a un club plus huppé qui vient lui toquer à sa porte, mais Ça serait si on peut pas logique. lui promettre mieux, ça serait logique. Et je serais très content de le voir partir jouer à son vrai niveau, dans un club en adéquation avec son vrai niveau. Ah bah espérons que le club en adéquation avec son vrai milieu, ce soit le Milan niveau, pardon, ce sera Milan l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que Ah bah, sinon, j'ai pas envie de le j'espère. perdre. Quoi. Voilà. J'ai pas envie de le perdre, mais ça fait déjà 3 ans qu'il est là et qui surnage dans une équipe de bras cassés qui avance pas. Donc, si à terme il veut partir, moi je le comprendrais et ça serait dommage pour nous. Mais on va pas pouvoir le garder éternellement si on continue en rythme À de stagner. croisière au 6e place, quoi. Ah bah là tu donnes de l'eau au moulin de Tom qui veut des équipes très compétitives tout de suite pour pouvoir justement atteindre les sommets et retrouver la Ligue des Champions pour que des joueurs comme Romagnoli restent. Tom qui j'en Ouais. suis sûr pour la défense va citer un nom qu'on n'a pas encore cité. Vas-y Tom. Bon, déjà pour Romagnoli, je rejoins absolument totalement Roland parce qu'effectivement, c'est ma crainte. J'étais très 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 content et je rejoins entièrement Nico sur le fait qu'il faut lui donner le brassard parce que lui, il a montré son envie de rester, il a prolongé. Maintenant, si Milan stagne, je pense que Romagnoli va être trop grand pour le Milan. Pas pour le club, mais pour les objectifs de ce club-là en ce moment. Donc on a intérêt à retrouver très vite un niveau très intéressant. Sinon Romagnoli, mais d'autres joueurs vont peut-être aussi pouvoir dire bah, écoutez les gars, vous êtes bien sympas, mais s'il y a des clubs qui jouent avec des champions qui me veulent, et ce serait logique, je leur en voudrais même pas ces joueurs-là. Mais voilà, donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment retrouver le plus vite possible le haut niveau pour garder ces joueurs-là. Au niveau de l'équipe type, Donnarumma titulaire avec les mêmes intentions que Roland et Nico. Sur la charnière centrale, Caldara, Romagnoli. Pareil avec Musacchio qui passerait devant Zapata. Zapata, j'ai pas de problème avec Zapata, mais je le veux juste en 4e et pas en 3e. Genre un bon mec de vestiaire, apprécié par l'équipe, mais qui joue 4 matchs dans l'année, 1 contre Parme et 2 contre la Spal et basta. Sur le côté gauche, Rodriguez, même si je pense qu'il aura une concurrence un peu plus rude avec Strinic qu'avec un Antonelli blessé 4 fois sur 5. D'autant que Strinic a fait une Coupe du Monde assez honnête, il faut le dire. Et à droite, dans un premier temps, je pars sur Calabria. Parce que Conti, on sait qu'il sort de 2 grosses blessures. On l'a vu avec Bonaventura l'année dernière, c'est très long à se remettre d'aplomb, à retrouver un véritable niveau. Je pense pas que c'est parce qu'on aura Caldara et Kessié qu'on retrouvera le Conti de l'Atalanta Bergame de suite. Il va falloir un certain temps, ou alors il me surprendrait agréablement, pardon. Mais le nom que tu veux que je cite, MJ, je surveillerai quand même Belanova qui a été absolument phénoménal avec les U19. Et je pèse mes mots, je crois qu'il est meilleur passeur en étant défenseur central, défenseur latéral droit. D'ailleurs de la compétition de l'Italie qui échoue en finale après prolongation face au Portugal. Je dis depuis le début que Belanova est sans doute l'un des meilleurs à son poste. Bon, en Italie, c'est le meilleur déjà, mais en Europe, c'est un des meilleurs. Je pense qu'il y en a les 1 ou 2 qui sont peut-être au-dessus en termes de potentiel par rapport à son âge et les plus jeunes, et encore. Donc c'est il a mieux que vraiment un Tripaldelli potentiel. de l'autre côté, c'est sûr. Hein. C'est pas le même calibre. Mais là, je pense qu'à droite, franchement,
J'ai vraiment pas beaucoup de joueurs, toutes nationalités confondues, donc des 19 ans et moins de 19 ans, qui ont un tel potentiel, notamment sur la capacité de se projeter, d'être assez bon défensivement, même s'il a encore certaines lacunes, qui te fait des centres comme si c'était programmé pour arriver sur la tête des défenseurs. Donc, il a un potentiel qui est infiniment plus grand que Calabria, qui est, je pense, même plus grand que Conti. Après, il est encore très jeune, il ne faudra pas l'installer titulaire de suite. Mais je pense, et d'ailleurs c'est pour ça que je regrette qu'Abaté soit encore au club, je pense qu'il est nécessaire de le mettre numéro 3, d'autant plus que Conti va avoir du mal à revenir, et de le faire jouer quelques bouts de match et lui donner sa chance, parce que je suis persuadé qu'en ayant une logique, en lui faisant confiance, pas comme certains clubs italiens font confiance entre guillemets aux jeunes, mais je pense que vraiment que Bellanova pourrait exploser très très rapidement. D'ailleurs, à ce propos, on rappelle qu'il y a eu une finale en U17, perdue de justesse au tir au but, et une finale en U19, alors U19 moins impressionnant que les U17 d'ailleurs au passage, j'ai vu tous les matchs, mais qui est perdue de justesse également en prolongation. Donc on a quand même deux équipes italiennes de jeunes qui ont été en finale, donc ça confirme ce qu'on dit, les jeunes italiens sont là, le talent est là. Ah oui, j'ai écrit un article sur AC Milan Zone il n'y a pas très longtemps, il est bien, d'ailleurs, un gros dossier. Un gros dossier, merci. Un gros dossier là-dessus. Et effectivement, l'Italie est sur les secteurs jeunes, parce qu'il y avait les deux grosses compétitions cette année-là, c'était les U17 et U19. L'Italie, tout simplement, le meilleur pays en termes de résultats, même s'il y a l'absence de titre qui est un peu handicapant, parce que on entretient quelque peu, je l'ai lu un peu sur Calcio Mio, une culture un peu de la loose, entre guillemets. Oui, mais on rappelle qu'il manquait 3 défenseurs titulaires sur 4. Il manquait 3 défenseurs, il manquait 2-3 éléments. Et à côté de ça, les jeunes, il faut se rappeler que la priorité, c'est pas forcément d'avoir des résultats. Il vaut mieux faire 4 finales sur 10, quitte à ne rien gagner dans ces finales, que gagner un titre et de ne pas être qualifié pour les compétitions les 9 fois suivantes. Alors oui, effectivement, il y a une ligne sur un palmarès d'un côté, mais prendront bien plus dans la défaite, dans l'adversité, avec des compétitions et en ayant des bons résultats, parce que ça prouve quand même que les résultats et les viviers sont intéressants, avec 4 finales, plutôt qu'en ayant une génération talentueuse et 9 générations pourries. Ah ouais. Donc là, effectivement, c'est assez rassurant. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, Romagnoli, Caldara, ça ne se discute pas, pardon. Rodriguez, évidemment, titulaire à gauche. Et puis, alors, Conti sera titulaire s'il retrouve son niveau, bien sûr. Mais comme c'est pas tout de suite, il est logique de continuer avec Calabria, qui a été très bon la saison dernière, enfin, à partir de janvier en tout cas, qui est sur une bonne dynamique et que j'aimerais confirmer. Et je maintiens, j'abonde dans le sens de Tom sur Bellanova, bien sûr. C'est que j'espère qu'en début d'année, tant que Conti sera blessé, Bellanova sera le premier remplaçant. Tout le monde sait que j'adore Abaté, mais Abaté, sa carrière est derrière lui. Je suis pas pour le virer comme un malpropre, parce que c'est un type qui s'est toujours très bien comporté et qui sur le terrain a toujours tout donné à 200%, et à une époque d'ailleurs où la plupart de ses camarades ne le faisaient pas. Donc je ne lâcherai pas Abaté. Par contre, je le garderai pour le vestiaire éventuellement. Le problème c'est que je crois qu'il a un salaire assez élevé, mais oui. J'aimerais qu'on le respecte, quoi, hein. Je suis pour le respect des anciens toujours. Et Abaté ayant été exemplaire, je veux pas qu'on le balance comme un malpropre. Mais c'est sûr que Bellanova doit être le premier remplaçant de Calabria, ça c'est certain, il n'y a pas de discussion là-dessus. On passe au milieu de terrain. Alors là, il y a plus débat à mon avis, même si on attendra quand même les recrues. Roland, quels sont tes titulaires ? Comme tu viens de le dire, en attendant les recrues, moi je me dirige droit vers ce qu'on a eu l'année passée, c'est-à-dire Bonaventura, en espérant que il soit définitivement débarrassé de ses problèmes au genou qui l'ont handicapé toute l'année dernière après sa blessure. À côté de lui, Biglia, qui était pour moi le meilleur des milieux de terrain, ou en tout cas le moins mauvais des milieux de terrain la saison passée. Et puis à droite, Kessié, parce que de toute façon on n'a pas mieux, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un titulaire à la place de Kessié, parce que pour moi Kessié n'a pas été titulaire. Oui, Kessié effectivement c'est un problème, on espère qu'on parviendra à recruter un joueur beaucoup plus talentueux. Nico, est-ce que tu valides ces 3 titulaires? As-tu une piste à sortir du chapeau? Moi je reste sur mes 3 qu'il y avait de l'année dernière, Biglia, Kessié, Bonaventura. Donc, et pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a pas de débat, il n'y a personne qui est arrivé. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Et même avec Bagayoko, Bagayoko, il arrive en prêt avec une option d'achat à 35 ou 40 s'il arrive. Le but, c'est pas de former les joueurs pour qu'Iroka reparte à Chelsea. Je préfère dans ce cas-là rester avec des gars qui
qui ont un transfert, qui ont un contrat de 3-4 ans, je préfère faire jouer Kessié. Hein. On peut tenter Bertolacci au pire. Bertolacci qui devait partir, qui est resté parce que à l'époque les Chinois il n'y avait pas d'argent, donc on savait pas si on pouvait recruter pour son départ. Et Bertolacci, quand on parle aussi de la plus-value, enfin de la perte du Milan sur Kalinic et sur la future de André Silva, joueur acheté 22-23 millions, il a failli partir pour 4 ou 5 millions, hein, Bertolacci. Hein. Le Genoa n'arrive pas à s'aligner sur les prétentions salariales de Bertolacci. Hein. Ça va être compliqué qu'il parte ce garçon. Hein. Mais il a fait une bonne saison là-bas. Très moyenne. C'est fini, hein, Bertolacci, c'est revenu un joueur plus que lambda de Serie A. Hein. Ah bah ça fait longtemps qu'il l'est, mais... Ah oui, je sais pas ce qu'une fois nous a pris d'aller le prendre, celui-là, mais bon. Oui, Roland ? C'est un bon joueur du Genoa, quoi. Ouais, voilà. D'accord. J'ai pas suivi du tout sa saison, c'était une vraie question. Genoa joue le maintien, voilà. Ça dit long, hein. Très bien. Tom, du coup, un peu d'originalité ou pareil ? Un peu d'originalité parce que moi je change de module. Parce que vu qu'on n'est pas foutu de faire du jeu avec un 4-3-3, alors je sais que Gattuso fera exactement comme comme ont énoncé Roland et Nico, mais de mon côté je pars sur un 4-2-3-1. Donc je mets juste deux milieux avec, en l'état actuel des choses, Bilia et Kessié, donc là je change pas grand chose, mais je mets Çalhanoğlu en 10. Qui est sa meilleure place, parce que même s'il a fait une bonne fin de saison, je pense qu'on fait dans le contre-emploi avec ce joueur, et quitte à avoir pris un meneur de jeu, parce que c'est son poste et sa fonction, autant qu'on le fasse jouer à son poste, et je pense d'ailleurs qu'il sera meilleur et qu'il pourra vraiment apporter les qualités qui sont les siennes, parce qu'il en a quand même certaines, notamment on l'a vu sur la fin de saison, davantage qu'un Bonaventura qui m'a quelque peu déçu au milieu et qui a fait mine de rien ses meilleures saisons davantage sur un côté. Même si donc d'une manière générale j'espère quand même que le Bilia Kessié se transformera en Bilia et une recrue, parce que Kessié je pense que c'était notre plus mauvais titulaire de la saison dernière, je pense que je l'ai assez répété, et j'espère forcément qu'on arrivera quand même à recruter un mec. Je sais pas comment, je sais pas par quel montage financier, mais si le Milan veut vraiment espérer accrocher le top 4, ce qui me paraît déjà assez compliqué, voire irréalisable, que ça passe par le fait de sortir Kessié du 11 de départ. Bon, alors en ce qui me concerne, je valide tout ce qui a été dit par Roland et Nico. J'ai du mal à trouver, en l'absence de recrues, de solutions plus originales. Moi je fais confiance à Bonaventura en début d'année, évidemment. S'il nous refait une saison comme l'an passé, il faudra le remplacer, mais je trouve certains supporters, je te vise pas Tom, hein, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire, mais ce que je lis sur les forums, très indulgents vis-à-vis de Çalhanoğlu qui a fait 2 bons mois contre des petites équipes et qui oublie que Bonaventura, avant la saison dernière et donc avant sa grande blessure, sa longue blessure, était excellent avec le Milan. C'était notre meilleur joueur de champ, sachant qu'il y avait en général en fin de saison c'était Donnarumma top 1 et Bonaventura top 2 quoi. Voilà. Donc je trouve surprenant quand même l'amnésie dont font preuve certains supporters. Il y a le Bonaventura de 2015 à 2017 qui était génial, qui faisait passes décisives, buts, actions individuelles, etc. Et puis il y a le Çalhanoğlu qui fait 2 mois contre le Genoa, contre Sassuolo ou des équipes comme ça, qui est pas foutu d'être bon dès qu'on rencontre une grosse équipe, qui a été mauvais toute une partie de l'année. Alors je veux bien qu'il ait pas joué toujours à son poste, certes, mais enfin de là à rater des passes, à pas être dans le tempo, à avoir un gros problème de rythme, à bouffer le ballon, c'est-à-dire à pas lever la tête pour faire des passes décisives, parce que c'est un gros perso quand même ce mec-là. Eh bien, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures, et je suis sidéré vraiment par le manque de mémoire de certains supporters. Bonaventura était notre meilleur joueur il y a encore un an. Voilà, avec Romagnoli et Donnarumma à l'époque, on lui donnait encore un certain crédit. Mais je veux dire, c'est fou quoi de se dire que le mec il se blesse, grave blessure, il a du mal à revenir, mais comme dans l'histoire du football, il y a énormément de gens qui ont eu du mal à revenir d'une certaine blessure et il faudrait le balancer. On le traite comme un malpropre. Je trouve ça fou. Voilà. Donc Bonaventura titulaire d'entrée, en espérant qu'il revienne. S'il revient pas, peut-être qu'il faudra le remplacer bien sûr. Je n'élude pas cette possibilité bien sûr. Mais quand même quoi, un peu de respect, il y a un minimum. Roland. Oui, sur Bonaventura, j'ai l'impression que beaucoup de monde a oublié, comme tu disais, sa blessure de l'an passé, enfin de l'année d'avant, en janvier, donc c'était janvier 2017. Le fait est que ce genre de blessure, le joueur peut toujours mettre une croix sur la saison qui suit, parce que même s'il a pleinement récupéré physiquement, il n'y a pas que ça suffit pas. Ça va être pareil pour Conti. Conti qui a été blessé 2 fois au même genou,
la saison 2018-2019, faut pas espérer le voir jouer au niveau qui était le sien lorsqu'il était à l'Atalanta. C'est pareil, il faudra le revoir pour 2019-2020. Et ça s'est vu dans plein de sports, que ce soit chez des handballeurs, chez des footballeurs, chez des skieurs. La saison après une telle blessure, c'est toujours la plus compliquée. Et puis la baisse de niveau est logique. Encore que j'ai trouvé Bonaventura intéressant parfois, mais c'est vrai que sa deuxième partie de saison était assez laborieuse. Mais voilà, moi je pense que cette saison, après cette saison 2018-2019, s'il réitère des prestations équivalentes à celles de la saison passée, là en effet on pourra commencer à se poser des questions. Mais Oui, bien d'ici sûr. là, en attendant, est-ce qu'on a mieux? A-t-on mieux à proposer au milieu de terrain pour l'instant? Non. Voilà, donc on va faire avec Bonaventura encore un an et on verra ce que ça donnera. À moins Exactement. qu'il y ait une formidable recrue qui arrive de type Milinkovic-Savic, même si j'y crois pas une seconde. Donc voilà, pour l'instant, Bonaventura, et je pense que on pourra le juger en pleine capacité de ses moyens cette saison. Merci pour ce propos plein de bon sens, parce qu'on a l'impression quand on parcourt parfois certains forums que eh bien, certains supporters n'y connaissent absolument rien au football, n'ont aucune notion de ce qu'est une blessure et des conséquences qui vont avec. Je trouve ça fou. Voilà, donc voilà, merci d'avoir remis les pendules à l'heure sur ce point. On passe à l'attaque précisément avec toi, Roland. Quelle attaque titularises-tu? Ouais, bah là, ça va être un peu comme au milieu de terrain, devant l'absence de recrues. Enfin bon, il y a eu Higuaín quand même, évidemment, qui va, pour moi sera titulaire sur le poste de numéro 9 parce que je pense que par rapport à Cutrone, on peut pas se permettre de prendre un Higuaín et de le mettre Ah bah c'est sur le sûr. banc, surtout que c'est un des meilleurs attaquants de Serie A. Je pense que ça, on sera tous d'accord là-dessus. Après, sur les côtés, si on reste dans ce module 4-3-3, bah, ce sera forcément Çalhanoğlu, qui est pas à son poste, et puis Suso, qui n'est pas capable plutôt de faire une saison constante sur la durée. Donc pour l'instant, ça sera ça, en espérant que dans la semaine qui arrive, il y ait enfin un véritable ailier de métier qui apporte de la vitesse, qui arrive pour mettre un des deux sur le banc ou qui permettent peut-être un changement un peu de module en mettant Çalhanoğlu au milieu ou derrière Higuaín, je sais pas, mais en l'occurrence, en ce moment, à l'heure actuelle, à part Higuaín, je vois aucun changement devant et c'est ce qui influera beaucoup sur les objectifs de la saison. Si on reste comme ça, enfin, on en parlera après, mais les objectifs pour moi seront pas bien plus élevés que la saison dernière. Et ce qui est dommage, c'est que le seul changement a eu lieu sur le poste où ça fonctionnait. Voilà. Alors je dis pas que Ça fonctionnait à peu près, ouais. ah, ça Parce que fonctionnait quand même. Cutrone était vraiment performant. Il n'est pas devenu le chouchou des supporters pour rien. Je parle pas des matchs où Kalinic était titulaire, hein, attention, qu'on soit bien d'accord. Mais alors Higuaín est arrivé très bien, il va jouer, c'est évident, on est tous d'accord là-dessus. Personne n'aurait l'idée de mettre Cutrone numéro 1 devant Higuaín, c'est complètement idiot. Mais j'espère que Cutrone jouera beaucoup. Nico, Ben pareil, hein. Çalhanoğlu à gauche, Suso à droite et Higuaín devant. Mais bon, après, on va y venir sur les objectifs. Les remplaçants de Çalhanoğlu et Suso, si tu les prends poste pour poste, c'est Halilovic et Borini. Hein. Faut pas qu'ils te blessent. Hein. c'est vrai. Donc et que attention la aux recrues. titulaire soit bon. Ah ouais, faut qu'il soit bon et faut pas qu'il se blesse. Hein. Faut pas de pépin. Hein. Ça va être compliqué sinon. Hein. Ça fait quelques années que c'est comme ça au Milan, il faut pas de blessure. Hein. Et Ah souvent, ouais, mine de rien, là, on arrive à la fin de l'équipe type. Quand tu la lis, elle est pas non plus, elle est pas dégueulasse. Ça peut finir quatrième du championnat cette équipe. ouais, Enfin, je bien sûr, pense. bien sûr. Elle peut le faire. En étant au max, ça peut le faire. Terminer quatrième. Mais dans une saison, t'as toujours un moment, t'as un blessé. La preuve avec Conti l'année dernière. Hein. Et oui, alors Tom, du coup, dans ton module, qu'est-ce que ça donne? Ben, donc, Çalhanoğlu en 10. Derrière, et sur les trois, les deux côtés, le buteur, bah, du coup, je mets Bonaventura plus côté gauche, qui était pour moi Meilleur à ce poste, finalement ouais. là où il s'est senti le mieux. Et pourtant, je sais que j'avais milité pendant un temps au milieu, mais là, compte tenu du fait que Çalhanoğlu est un meilleur 10 qu'il n'est ailier, et que le 4-2-3-1 pourrait être pertinent sur un système de transition offensive rapide en essayant donc de pas forcément faire le jeu et de contrer parce qu'on n'a pas l'équipe pour faire le jeu, parce qu'on n'a pas de qualité technique au milieu avec un caissier et ses boîtes de carton à la place des pieds. Donc voilà, donc Bonaventura sur le côté gauche, Suso à droite et Higuaín en pointe. Donc là-dessus, pas beaucoup de changements, à moins qu'un ailier et donc le milieu que j'ai énoncé tout à l'heure viennent redistribuer les cartes, mais à l'heure actuelle, on part sur ça. Bon, on passe aux ambitions, on finit là-dessus. Alors, pardon, Roland, comment vois-tu le club cette année? Que pouvons-nous viser? J'imagine que la quatrième place est l'objectif, bien sûr.
Mais valides-tu déjà ce point de vue? Et puis surtout, Europa League, as-tu des objectifs particuliers? As-tu des perspectives réjouissantes à nous annoncer? En termes d'objectifs, oui, il faut que ça soit la 4e place, il faut que ça soit la Ligue des Champions, parce que du point de vue même financier, on doit jouer cette compétition. Aussi pour l'attractivité, pour qu'on puisse avoir des joueurs intéressants à l'avenir, il faut qu'on joue cette compétition. Donc évidemment, l'objectif est la 4e place, pas mieux, mais la 4e place, ce serait déjà un miracle. Pour moi, on peut pas, à l'heure actuelle, on peut pas prétendre passer devant, parce qu'on a fini 6e l'an passé, on peut pas prétendre à passer devant 2 équipes qui ont fini devant nous l'an dernier. À l'heure actuelle, si on n'a pas un véritable ailier, si on n'a pas un gros milieu qui arrive, je pense que si on finit 5e, ça sera une progression par rapport à l'année passée. Mais Et donc on pas de Ligue pourra des pas. Champions. Non, ça veut dire pas de Ligue des Champions, justement. Après, si on peut à nouveau faire une petite finale de Coupe d'Italie, mais en étant moins ridicule que la dernière, pourquoi pas. Ça peut toujours être intéressant parce que voilà, on va pas cracher sur. Cette année, ce sera pas possible. On va affronter des vraies équipes à partir des quarts de finale. Oui, mais sur un malentendu, hein. Ouais, mais le malentendu, En décembre, on devait aussi se faire éliminer par l'Inter alors qu'on était au fond du trou et puis finalement, on avait trouvé pire à ce moment-là. ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, puis pour l'Europa League, comme je disais déjà l'an passé dans diverses émissions, c'est une compétition qu'il faut jouer parce que ça fait pas de mal de faire des matchs européens un peu intéressants. L'an passé, notre comment dire, ex-capitaine nous avait rappelé que le Milan n'avait pas l'expérience pour ce genre de match et ça s'est vu contre Arsenal alors que l'équipe d'Arsenal était peut-être pas forcément formidable, mais on s'est fait éliminer en 8e parce que voilà, les joueurs, je sais plus, je m'étais amusé à regarder à l'époque, les joueurs d'Arsenal en cumulé avaient je ne sais plus combien de matchs européens par rapport à l'effectif du Milan. Ouais, beaucoup Donc plus. voilà, il faut qu'on joue des matchs à élimination directe comme ça contre Arsenal, contre des équipes un peu huppées, même si c'est que l'Europa League, parce que c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience, et puis c'est comme ça que potentiellement on pourrait aussi, sur un très gros malentendu, arriver en finale et gagner la finale pour aller en Ligue des Champions. Mais ça, c'est vraiment un très gros malentendu. Si on peut déjà aller en quart en Europa League, ce serait bien, une petite finale de Coupe d'Italie, et idéalement, je rêve d'une 4e place en championnat, mais si on finit 5e, on sera à notre place. Bon, alors là, c'est très mesuré, mais ça nous change de Mehdi qui nous prédisait le titre chaque année. Nico, as-tu la même vision que Roland ou es-tu plus ambitieux? Franchement, je suis sur la même ligne. Ah merde. On va s'emmerder cette année, dis donc. Non, mais il a raison. Bon, on va commencer par le championnat. Le club, de toute façon, ça a été annoncé. L'objectif du club en championnat, c'est la 4e place. Ligue des Champions. De toute façon, le club en a besoin pour ses finances. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, on va repartir sur une année assez moyenne. Après, il faudra voir si le fonds Elliott décide de remettre de l'argent, s'ils arrivent à développer le Milan encore en Chine comme ils veulent continuer. Ça va être assez compliqué quand même. Maintenant, quand tu vois le championnat, bon, la Juve, elle est championne d'Italie avant même d'avoir commencé le championnat. Ça fait 7 fois quand même. Hein. Ça fera 8. La Roma, mine de rien, a fait un mercato assez cohérent avec un peu de stabilité, ce qui est quand même leur ressemble pas des masses, mais et mine de rien, à l'habitude maintenant depuis je ne sais combien d'années, toujours dans cette zone-là, quand tu prends à l'habitude, c'est ce que Milan, l'Inter à l'époque, ils avaient l'habitude, c'est ce qui te fait des fois faire la différence sur certains matchs. T'as l'Inter qui a fait un très gros mercato et qui est en très gros pourparlers avec Luka Modric. Donc tu dis s'il arrive à faire venir Modric, et si c'est pas Modric, ce sera un gros calibre apparemment qui va venir. Le Napoli, même si je les vois un peu moins bien avec Ancelotti, j'ai quand même du mal à voir cette équipe sortir du top 4, sachant quand même qu'elle est 2e du championnat depuis je ne sais combien d'années, et qu'elle a quand même une base au niveau de son jeu. Ensuite, on a quand même la Lazio qui n'a perdu que De Vrij, qui a réussi pour l'instant à garder Milinkovic-Savic, Immobilier, et qui a quand même son entraîneur qui les gère d'une main de fer, le frère de Pippo Inzaghi, et qui a perdu Felipe Anderson aussi, c'est vrai. Mais qui ont recruté quand même Correa de Séville, et j'en ai oublié un autre, et deux joueurs et un Belge et un joueur. Et Berisha de Salzbourg, le club autrichien qui avait fait bonne impression dans l'Europa League. Donc ça va pas être simple de les passer. Et comme je disais tout à l'heure, va pas falloir avoir beaucoup de blessures parce que le banc de touche du Milan, il est minable pour le moment. Ensuite, tu prends l'Europa League. Alors c'est vrai que tu te dis, c'est ce qui permet d'emmagasiner de la confiance. L'OM l'année dernière, quand même, la plus grosse équipe qu'ils ont affrontée avant l'Atlético Madrid en finale, parce que c'était un peu de chance au tirage, tu peux y arriver en finale quand même. Hein. Ouais, c'est quand même d'affronter le
Non, mais c'est vrai, des fois le tirage, surtout en Europa League, c'est pas comme en Ligue des Champions, tu sais que peut-être t'as de la chance en huitième, mais en quart, tu prends un carton. Hein. L'Europa League, genre l'OM, l'équipe la plus grosse qu'ils ont affrontée, c'est le Red Bull Leipzig qui a fini 6ème du championnat allemand. Tu peux y arriver, et l'OM sur le papier, c'est pas non plus exceptionnel en termes d'effectifs. Hein. Pour moi, ça vaut autant que le Milan. Hein. Donc, tu te dis pourquoi pas, tu peux y arriver, mais maintenant, comme vous avez dit, le Milan va avoir des sanctions. Si c'est une sanction au niveau du nombre d'inscrits sur la liste, ça peut faire très mal aussi au Milan AC, parce que si on leur interdit de mettre Gonzalo Higuain, parce que souvent c'est les joueurs qui sont arrivés, ça peut être des choses tout de suite qui peuvent devenir très vite compliquées. C'est ce qui s'était passé l'année où l'Inter s'était fait sortir de poule, ils n'avaient pas pu mettre les 3 joueurs qui étaient arrivés au mercato. Ne jouera plus. Mais voilà, il va y avoir ça à suivre. Après la Coupe d'Italie, bon, chaque année on a un peu de chance au tirage, on prend les équipes, on les prend en bon moment. Là cette année en 8ème, ça devrait être la Samp, et en quart, j'ai regardé, je crois que c'est le Napoli. Et en demi, la Roma ou l'Inter, je sais plus. Enfin, il va falloir quand même cravacher cette année pour pouvoir arriver en finale et se faire taper face à la Juve à Rome. Bon, Tom, j'avoue que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tom, tu nous fais rêver ou c'est aussi la soupe à la grimace là? C'est la même soupe à la grimace, je crois qu'on a tous le même menu. Alors oui, l'objectif du club, je rejoins, hein, ça va être le top 4 et la 4e place, parce que de toute façon, déjà, doubler 2 équipes, ça me paraît insurmontable. Alors doubler 3, faut même pas y penser. Maintenant, je le dis depuis le début, je pense que sans au moins 2 vraies recrues, donc une sur l'aile gauche et une au milieu, mais c'est même pas la peine d'y penser. Alors oui, et même avec ces 2 recrues-là, je pense quand même que intrinsèquement, on est quand même inférieur à la fois sur le 11 qu'on a énoncé tout à l'heure, et encore plus sur l'effectif global que les 4 équipes, donc la Roma, Naples, l'Inter, pardon, et la Juve. Bon, la Juve, encore plus. Mais au moins, avec 2 recrues, on pourrait arriver à se rapprocher suffisamment de sorte à espérer qu'une de ces 4 équipes. Voilà, et qu'une de ces 4 équipes se casse un peu la figure, parce qu'il n'est pas exclu que la Roma, qui a quand même bougé pas mal de joueurs, qui a perdu Nengolan et Alisson, qui a recruté pas mal de jeunes éléments, où il faut voir un peu la dynamique de se mettre en place, et Naples qui fait un mercato que je ne comprends pas. Inexistant, qui a perdu leur pièce maîtresse au milieu et qui ne s'est pas forcément renforcé, qui a perdu Sarri et Ancelotti, même si c'est un énorme coach, c'est pas du tout le même délire que Sarri. Donc il y a ces 2 équipes où on peut se dire peut-être que ça peut être en difficulté, parce que je vois pas l'Inter être en difficulté avec le mercato qu'ils ont fait. Mais pour se dire peut-être qu'on peut essayer de leur mordre les mollets, comme tu dis MJ, mais il faut qu'on arrive à avoir une équipe qui soit suffisamment forte pour être pas trop loin derrière. À l'heure actuelle, je suis même pas sûr qu'on puisse être en capacité de dépasser la Lazio. Donc effectivement, comme disait Roland, si on finit 5ème, c'est déjà pas mal. Et j'irai même plus loin. Je pense que, vu ce qu'on a vu avec Marseille, on a plus de chances de gagner l'Europa League que de finir 4ème aujourd'hui. Parce que l'Europa League, on sait très bien qu'il y a quand même pas de grosses équipes jusqu'en 8ème, et avec un peu de chance, comme a eu l'OM, parce que comme disait Nico, hein, je pense que l'OM c'est même peut-être inférieur à nous sur le papier. Hein. Donc, et l'OM a réussi à aller à se hisser jusqu'en finale. Donc pourquoi pas? Là, sur une saison entière en championnat, je vois pas par quel moyen, avec notre équipe et nos joueurs là, on pourrait arriver à être 4ème. J'espère me tromper. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on se dirige plus vers essayer de faire aussi bien que l'année dernière. Donc c'est pour ça que moi j'ai des objectifs qui sont limite extra-sportifs. Ça va être se stabiliser financièrement. Parce qu'on a... c'est une réalité, parce qu'on est dans la galère au niveau du mercato aussi, parce que financièrement, on est dans une grosse panade. Essayer d'augmenter les revenus du club, donc effectivement par des sponsors, par un travail qui a été mis en place, et là-dessus je crois beaucoup plus en la direction actuelle qu'en façonner ces délires par rapport aux Chinois, et par rapport aux jeunes, travailler autour de la mise en place de l'équipe B, parce que ça n'a pas pu être mis en place cette année, mais je pense qu'à terme c'est vraiment un des meilleurs moyens pour arriver à faire émerger des jeunes talents, d'autant que les prochains qui arrivent sont vraiment très bons. Et je pense qu'il faut essayer qu'on travaille dessus pour essayer de la mettre en place l'année prochaine et qu'elle soit la plus pertinente possible. Et justement, avant de donner la parole à Nico, un nouveau nom sur le jeune qui pourrait se révéler cette année? À part Bellanova bien sûr, mais qu'on connaît déjà, quelqu'un qui pourrait rejoindre les pros et puis qui pourrait faire quelques matchs, hein, comme Cutrone l'année dernière.
pour rejoindre les pros cette année, Thiago ça me Diaz. paraît. Non, surtout pas. Alors lui, il est nul. Ah, c'est une horreur. Mais cette année, ça me semble compliqué parce que les quelques 2000, hormis Belanova que je trouvais bon, ont un peu eu de mal, donc je les vois difficilement percer. Les 2001 et 2002, ce sont ceux qui vont être en Primavera, sont un peu, voire beaucoup, jeunes. Mais si je devais miser sur un joueur, peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour l'année qui vient, ou l'année d'après, pardon, Ouais. je dirais Lorenzo Colombo, qui est un buteur, Mhm. possiblement en soutien d'ailleurs, qui était d'ailleurs surclassé avec l'Euro U17, qui a fait quelques bouts de match avec les U17 l'année dernière en étant surclassé, qui marque beaucoup, et qui là, sur la préparation estivale, est également surclassé avec la Primavera, et vient de claquer, je crois, 3 buts en 2 matchs sur la préparation estivale. Et c'est un joueur qui sortait de 2 grosses blessures et qui est en train de revenir très 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 fort. Donc à voir, ça sera pas pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un joueur qu'il faut suivre. Bon, donc on retient Nico sur l'Europa League. Je veux dire juste un dernier mot quand tout à l'heure Roland expliquait que il faut emmagasiner de l'expérience et que cette équipe en avait besoin. Milan n'est même pas sûr d'être dans le chapeau 1 de l'Europa League, des poules de Voilà. l'Europa League. Aujourd'hui, l'indice UEFA du Milan est de 28 000, 28.00, je crois que c'est 28 000, hein, c'est dit comme ça. Si on est dans le chapeau 1, c'est que vraiment, il y a les gros, ils sont tombés avant dans les barrages. Voilà. Sinon, on va être dans le chapeau 2. Ça prouve quand même que le Milan, qui à l'époque était chapeau 1 ou chapeau 2 de Ligue des Champions, ça prouve à quel niveau on est descendu. Au niveau européen, on ne représente plus rien. L'OM nous explose en termes de coefficient UEFA. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, ils sortent d'une finale. Mais non, mais je suis pas surpris. Bon, bah ça va revenir, soyez optimistes. Même Allez, la Lazio a le double de points Oh que là nous, là. quand même. Hein. Voilà. Allez, on passe au mot de la fin. Vas-y, Roland. Bah, le mot de la fin, on dira Cet que c'est. enthousiasme débordant, c'est terrible. Je suis désolé, mais malgré tous les changements dont on a fait part en début d'émission, j'ai du mal à être enthousiaste. Je suis très content de revoir Maldini au club parce qu'on l'attendait tous. J'étais très ému de voir sa conférence de presse de présentation. Ça m'a fait beaucoup de plaisir et j'espère qu'il va vraiment trouver un rôle qui lui convient. C'est surtout ça parce que j'ai pas envie que ça soit à nouveau un mec qui vienne au Milan, une de nos anciennes gloires, et puis qu'on le crame parce que ça correspondait pas à ce qu'il voulait. Et j'espère qu'on a Donc, l'identité de tous ceux qui ont sifflé en 2009 pour les bannir de stade à vie. oui, accessoirement, oui, parce qu'en plus, ouais, on pourrait parler de la Curva Sud aussi avec Mais ses. c'est d'eux que je parle, puisque c'était 100 personnes dans la Curva Sud, si je me trompe pas. C'était Ouais, ouais. extrêmement minoritaire. Oui, Mais c'était ces pas gens-là grand-chose, doivent mais être c'était interdits quelques de stade à abrutis. vie. Voilà. Et l'an passé, c'était les gens qui, en fin de saison, ont envoyé de grandes banderoles pour féliciter Fassone et Mirabelli pour la saison et en leur accordant toute leur confiance. Mais après, voilà. De toute façon, on parle d'énergumènes qui ont applaudi à tout rompre Donnarumma l'été dernier pour son premier match, qui passent leur temps à changer d'avis, qui ont adulé des mecs comme Boateng sous prétexte que voilà, Qui il dansait était un bien. peu bad boy. Qui est revenu à sa solo, Boateng. Hein. Oui, On bah, le reverra en Italie. Hein. il va avoir Ouais, une les standing pigeons, ovation. les pigeons moins, ils vont mourir par contre. Il va avoir une standing ovation à San Siro, c'est quasiment certain, mais bon, enfin bref. Donc pour revenir à Maldini, je suis très content de le revoir et c'est pour moi la seule note positive de cette intersaison. Oh bah quand même, Euh, Caldara, Higuain, c'est bien. oui, c'est bien, c'est sûr, mais j'ai pas enfin, comme je disais avant sur les objectifs, cette saison va être encore compliquée et comme disait Tom, j'espère vraiment qu'on va arriver à enfin se stabiliser parce que ça devient. J'ai l'impression qu'on tous les ans on arrive à enfoncer un peu plus loin les portes du pathétique. Hmm. Donc espérons que cette saison ça se calme un peu et qu'on se remette à parler uniquement foot et seulement foot et qu'on arrête un peu avec toutes ces histoires autour de business et autres aspects un peu moins pratiques. Voilà. Alors je vais juste rappeler avant de donner la parole à Nico que le dernier match de Maldini c'était à Florence, à Artemio Oui. Franchi, que les supporters de la Fiorentina, c'était eux
tous sans exception très très bien comportés, voilà, et que ce dernier match, je me rappelle, il y avait Beckham, il y avait tout le monde, hein, il y avait encore des noms du côté du Milan, tout le monde était là, il y avait une aide d'honneur, enfin ça avait été formidable, et honte à la Curva Sud, vraiment, j'insisterai jamais assez, et je voudrais qu'on les dégage tous ces mecs, enfin ceux qui ont sifflé bien sûr, hein, je parle pas de toute la Curva. Vas-y Nico. Moi, mon mot de la fin, il sera sur ce type qui avait donc tout manigancé depuis le mois de janvier pour son retour à la Juve. Ah oui, bien. Et au final, c'est ce qui me rend compte que je n'ai jamais pu me piffrer ce club. C'est un truc de dingue quand tu es autant attaché à ses couleurs comme l'a été Bonucci à la Juve, ça ne peut jamais te quitter. Et il est venu au Milan, on s'est dit bon, ben il est parti parce qu'il s'est fâché, donc ça explique pourquoi il est venu. Et je me suis même dit quand on a commencé à parler d'un possible départ à la Juve, j'ai dit c'est des conneries ça. Truc de journaliste pour remplir les pages, la Coupe du Monde est terminée, ça remplit les pages. Je n'imaginais pas une seule seconde. En fait, il avait tout commencé déjà à préparer depuis le mois de janvier. Et en fait, après, quand la presse a commencé à en parler, c'est que tout était acté. De toute façon, c'était allé trop loin. À partir du moment où le joueur avait demandé, le Gattuso en avait parlé à haute voix, Marotta, que le joueur voulait revenir à la Juve. C'était impossible pour lui à ce moment-là de rester à Milan. Mais on a quand même réussi à filer le brassard à un type qui avait joué 7 ans, je crois, avant à la Juve, qui sortait de 7 ans à la Juve, et qui au final nous la met à l'envers un an après. Ça prouve quand même que les Chinois, alors qu'à la base c'était leur transfert phare de l'été, hein, l'arrivée de Bonucci, au final ils auront eu tort sur tout dans ce club. Même sur le sportif, ils ont eu tort sur tout, parce que ça n'a même pas été une plus-value sportivement. Il a raté ses 6 premiers mois où il avait la tête à l'envers. Absolument. Et la deuxième partie de saison, il a été un peu mieux. Il a même été mieux, il a retrouvé un vrai niveau. Mais c'était le Romagnoli qui était à un niveau au-dessus. Mais peut-être qu'il a retrouvé un vrai niveau parce qu'il savait que son transfert a été déjà acté pour l'année prochaine. J'en sais rien, mais bon, c'était... Enfin bref, voilà, Voilà, quand on est Juventini, quand on a autant ce club attaché à la peau, il y a quand même un truc. Voilà. C'est comme ça. Parce que moi, au moins Higuaín, il n'est pas autant attaché. Je sais que Caldara, il a porté trop peu le maillot pour être tranquille. On est tranquille sur ça. Donc t'es rassuré, il n'y a pas le label rouge, effectivement. Non, mais 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, hein. Là, je vais absolument rien à redire. C'est exactement ce que je pense. Tom. Bah, je vais rejoindre un peu Roland parce que mon seul mot de la fin, ça va être un motif d'espoir. Peut-être pas pour cette année, parce qu'effectivement, vu les objectifs, je pense qu'on en a tous très peu. Mais en revanche, je pense que cette fois, la direction et les personnes qui vont peut-être aussi rejoindre ultérieurement cette direction-là sont des personnes très compétentes. Et si le Milan veut revenir au plus haut niveau, je pense que Leonardo, de par son carnet d'adresses, ses compétences, je pense qu'il les a assez prouvées, est la meilleure personne pour faire revenir ce Milan-là. Toutes les personnes qui sont en charge de faire remonter la marque Milan, je suis persuadé qu'ils vont essayer de prendre les personnes les plus compétentes pour essayer de rehausser cette marque Milan. Et avoir un type comme Maldini, évidemment, c'est le seul motif d'espoir. Oui, effectivement, je pense que cette année, sportivement, on va pas se fendre la poire. Je pense que les émissions, il y aura pas mal d'émissions où on va souffler, on va soupirer, on va dire, tiens, encore une purge. Mais je pense qu'au moins, à la différence de l'année dernière, c'est qu'en haut, au moins, il y a des têtes qu'on connaît, il y a des têtes qu'on sait être vraiment pertinentes pour le club. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour revoir enfin le Milan à une place qui devrait être la sienne depuis des années. Bien, alors en ce qui me concerne, comme d'habitude, je dis vive les jeunes et j'espère que Cutrone, Bellanova et même Locatelli auront beaucoup de temps de jeu cette année. J'espère qu'on les verra, j'espère qu'ils vont grandir, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est le Milan de l'avenir. Donc soyons compétitifs tout de suite tant que faire se peut, mais travaillons aussi pour l'avenir, c'est important. Le Milan est très à la pointe, tu le rappelles suffisamment souvent Tom, au niveau des jeunes, donc il faut vraiment que ça perce. Là, je commence à en avoir marre de voir tous ces mecs-là sur le banc, ou en prêt, ou en copropriété, etc. Investissons sur nos jeunes, misons sur eux, c'est vraiment capital. Toujours est-il que nous nous retrouverons dans quelques jours, après la première journée. Bonnes vacances évidemment à tous ceux qui ont la chance d'en avoir. Merci à vous trois, et puis donc rendez-vous pour cette nouvelle saison dans quelques jours, en espérant que vos prédictions finalement seront infirmées par les faits, c'est-à-dire qu'on sera plus haut que la 5e place. Voilà, merci à vous, à très vite, salut. Ciao. Ciao. Ciao.